Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Ce soir, nous abordons une question: quel bilan dresser un an après la création de l'Alliance des États du Sahel ? L'AES qui a été créée pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité, en matière de développement et de crise humanitaire, a-t-elle tenu toutes ses promesses ? Pour y répondre, je suis entourée de Jules Domché, analyste politique et fidèle chroniqueur de l'émission. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, analyste politique, chroniqueur, fidèle, je ne suis pas sûr, mais chroniqueur de cette émission. À ma gauche, Sidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste écrivain, chercheur associé, président du Centre international d'études et de réflexion sur les Sahel. C'est exact. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Avant d'aller un peu plus loin sur le débat et d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit reportage. Pour le premier anniversaire sur la création de l'Alliance des États du Sahel, le président de la Confédération de l'AES, le colonel Assimi Goïta, s'est montré plutôt rassurant dans son discours du 15 septembre dernier. Le colonel Assimi Goïta s'est notamment félicité des avancées obtenues jusqu'ici depuis la mise en place de cette organisation. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de Liptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Après le divorce avec la CEDEAO, le colonel Assimi Goïta a annoncé une série de mesures visant à renforcer l'intégration sous-régionale et la croissance économique au sein des États de l'AES. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'étaient réunis pour créer l'Alliance des États du Sahel. S'en est suivi en juillet 2024 un sommet à Niamey marquant ainsi la création de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel. Le colonel Assimi Goïta a également appelé à une solidarité plus forte entre les pays membres de l'organisation en vue de faire de la zone AES un modèle de croissance et de lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du continent africain. Donc on l'a entendu, messieurs, dans le reportage, tout un tas de mesures qui ont été annoncées, la création d'une banque d'investissement régionale, la création d'un passeport biométrique.
On a évoqué aussi la chaîne d'information commune qui va être créée. Il a évoqué, le colonel Assimi Goïta, le maintien de la sécurité. Je voudrais vous interroger, on est en plein dans l'actualité, on ne peut pas passer à côté de l'attaque terroriste qui a eu lieu le 17 septembre à Bamako. Je voudrais vous interroger justement sur cette attaque. Est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse par rapport à cette ambition de maintenir la sécurité dans cette région ? Non, je ne dirais pas que c'est un signe de faiblesse. Je pense que ce type d'attaque traduit justement la volonté des groupes terroristes de montrer qu'ils sont toujours là. Et moi, l'analyse que j'ai, c'est que puisque sur le front, sur le théâtre des opérations, depuis la reprise en main des opérations par l'armée malienne en l'occurrence et ses alliés de l'AES, les groupes terroristes ont perdu énormément de terrain et il y a eu beaucoup de dégâts. Je pense que ce type d'attaque sporadique qui en réalité reste des coups d'éclat, c'est pour montrer qu'ils sont toujours là. Je ne pense pas qu'on peut de là traduire une certaine faiblesse. Pour moi, je dirais même que c'est l'inverse. Parce que quand les groupes terroristes ont la possibilité de conquérir des espaces, vous voyez très bien qu'ils ne s'encombrent plus de ce type d'attaques qui en réalité ont une dimension davantage spectaculaire avec pour objectif de créer une psychose. Et quand ils reviennent à ça, ça veut dire qu'ils sont en train de perdre d'initiatives sur le terrain, ils sont en train de perdre des espaces qu'ils contrôlaient. Donc il faut garder une sorte de psychose en rappelant peut-être à la fois aux autorités maliennes et aux Maliens que le terrorisme n'est pas fini et que c'est un combat qui se poursuit. Donc, je ne pourrais pas parler de faiblesse, c'est des failles et tous les pays du monde sont confrontés à cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe, la plupart des pays ont activé le plan Vigipirate parce qu'on est toujours dans la menace de ce type d'attaque. Et les services de renseignement, que ce soit au Mali ou dans les autres pays, travaillent au quotidien pour limiter cela. Mais comme vous le savez très bien, ce genre d'attaque est très compliqué à anticiper parce que ceux qui sont des assaillants, c'est souvent des gens qui sont en civil, comme vous et moi. C'est des gens qui passent incognito. Donc, c'est souvent très compliqué de pouvoir mettre la main dessus avant qu'ils n'agissent. Ouais. Non, loin de moi de minimiser la gravité de cette attaque, mais il faut remarquer que ce type d'attaque peut se produire, y compris dans des pays qui ont un niveau de sophistication des services de renseignement. L'attaque du Bataclan n'a pas eu lieu dans une banlieue de Paris, c'est au cœur de la capitale française. Et Londres ou Madrid ont été attaqués. Ces types d'attaques sont toujours très difficiles à déjouer parce que, compte tenu de leur nature, je pense que la chose importante, c'est de pouvoir tirer les enseignements qu'il y a autour de cette attaque. Qu'on ne doit pas, en dépit des résultats tactiques qui ont été enregistrés sur le terrain, il ne faut pas baisser la vigilance et il faudra sans doute faire le travail le plus difficile, c'est lui de détecter un ennemi avec lequel vous vivez tous les jours et qui vous ressemble. Parce que ces types d'attaques veut dire qu'il y a souvent des cellules dormantes, des complicités locales. Et ça, c'est toujours difficile à déterminer. Mais ça ne remet pas en cause les efforts qui ont été faits et sur lesquels on va revenir avec la création de cette architecture commune de défense et de sécurité. Globalement, quand on regarde les résultats, il y a une période pas très ancienne où les forces de défense et de sécurité maliennes ne pouvaient pas se mouvoir sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, y compris après Kidal, y compris dans la zone de Tessalite, y compris dans la zone de trois frontières. Et il y a aussi un indicateur, à mon avis, de ce changement de paradigme, c'est que par le passé, nos armées étaient dans une position défensive. Ils attendaient que le groupe terroriste vienne attaquer pour se défendre. Et aujourd'hui, c'est les armées qui traquent les groupes terroristes, qui les cherchent, et il n'y a pas de sanctuaire comme on a pu le voir par le passé. Et je crois que les groupes ont compris cela. Et en faisant ce type d'attaque, ça leur permet d'avoir toute la visibilité qu'ils n'ont plus. Tout le monde s'est mis à parler de ça, on a grossi les traits, tout le monde a parlé de Bamako, que Bamako même était presque prise, etc. Il y a eu des exagérations. Et je crois que c'est ça, c'est ce que cherchaient en réalité les groupes terroristes. Ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de prendre le contrôle de ville, mais en faisant ce type d'attaque, ça leur donne un écho et une visibilité
qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Surtout qu'ils ont des partenaires médias qui font le travail pour donner... je me suis amusé parce que ça fait aussi partie de mon travail de regarder certaines chaînes que je regarde pas souvent, mais quand il y a ce genre de choses, j'essaye de regarder pour me conforter dans ce que je pense, que ces médias, parfois de manière consciente et très calculée, sont là comme étant les porte-voix des groupes terroristes. Tenez-vous bien, le journal de France 2 en France a parlé de ce qui s'est passé à Bamako. Ce qui est drôle, c'est que la veille, on célébrait les 1 an de l'AES. Je n'ai pas vu ça sur le journal de France 2. Donc vous comprenez très bien... Ça reste récurrent du traitement sensationnaliste. Bien entendu, c'est un traitement orienté et biaisé dans leur intérêt, parce que ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. La France fait partie des États qui ne voient pas d'un bon œil ce qui se fait au Sahel. Donc tout ce qui peut contribuer à déstabiliser le Sahel est bon pour la France. Et quand vous voyez même la terminologie utilisée pour qualifier ce qui s'est passé à Bamako par les médias français, c'est tout simplement regrettable. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est l'occasion pour les Africains de comprendre combien il est important que nous ayons notre propre narratif. On ne dit pas qu'il ne s'est rien passé à Bamako, la preuve, moi j'y étais, hasard du calendrier, mais ce qui se dit ou ce qui s'est dit dans certains médias, c'est au-delà de l'exagération. On a dit qu'on était dans une situation de confusion. Mais quelle confusion? Il n'y a aucune confusion. Il y a eu des attaques qui ont été rapidement maîtrisées par l'armée. Et là, je remercie l'armée malienne et le gouvernement d'avoir communiqué très rapidement, parce que c'est justement la non-communication qui aurait pu conduire à une certaine psychose. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par ce genre de choses. Ce qui s'est passé à Bamako est un incident qui démontre très bien que la lutte contre le terrorisme n'est jamais terminée. Au contraire, il faut rester vigilant, surtout quand on est dans une situation comme celle du Mali. Et justement, il y a 1 an, quand la charte de Liptako Gourma a été signée, l'objectif c'était de lutter, on l'a dit, contre le terrorisme. Je voudrais avoir votre avis sur ce bilan en termes de sécurité régionale. Sur le terrain opérationnel, on sait qu'il y a eu des appuis de drones, il y a eu des échanges d'informations. En 1 an, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que c'est un bilan mitigé? Je voudrais avoir votre avis à chacun. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. Mais ce que je peux aussi relever, c'est que l'AES, à mon sens, a fait plus en 1 an que tous les appuis qui ont été promis à ces pays-là en plus de 10 ans. C'est-à-dire que pour moi, l'AES a fait mieux que Barkhane, a fait mieux que Takuba, a fait mieux que le G5 Sahel, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, comme le disait Sidi Kaba tout à l'heure, l'initiative sur le terrain est maintenant le fait des armées de l'AES. À l'époque, on avait réussi à nous convaincre, je ne sais pas encore par quel mécanisme, qu'on pouvait lutter contre le terrorisme en laissant des sanctuaires aux groupes terroristes. C'est au cours de cette année qu'on a récupéré Kidal, qui nous a été présenté pendant longtemps comme un bastion imprégnable aux mains des terroristes. Aujourd'hui, quand on voit la situation sur le terrain, les zones qui ont été libérées par les armées, il y a une réelle progression. Est-ce que c'est terminé? Non, il y a encore énormément à faire. Les groupes continuent malheureusement à frapper, comme on l'a vu au Burkina Faso, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu au Niger, mais on peut au moins noter une chose, c'est qu'il y a une progression et il y a une inversion du sens des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les groupes terroristes qui dictent leurs lois. Ils sont aujourd'hui dans une posture où ils sont traqués par les différentes armées. Et cela est lié également à cette collaboration entre les différentes armées de ces 3 pays qui partagent ces frontières-là. Parce que c'était aberrant de penser que vous pouvez lutter contre le terrorisme au Mali sans avoir une réelle coopération militaire avec le Burkina Faso ou avec le Niger. Aujourd'hui, le droit de poursuite, qui est une réalité, permet que ces États puissent être de plus en plus efficaces. Donc pour moi, en 1 an, beaucoup de choses ont été faites, mais naturellement, on peut toujours mieux faire, on peut toujours aller plus loin, puisque la menace reste présente. Un bilan optimiste en 1 an, c'est dit que vous êtes du même avis. Je vais exemplifier. Jules a bien fait de donner de bilan. Vous savez, pour être pertinent, il faut toujours comparer à autre quelque chose. Quand vous prenez le G5 Sahel, il a été créé en 2014, il est mort de sa belle mort en 2022. 8 ans après,
il n'a pas réussi à avoir le bilan que le G5 a eu. Que l'AES a eu plutôt. Parce que aujourd'hui, avec l'AES, il y a eu en mai de cette année, en mai 2024, des manœuvres conjointes des armées de 3 régions, à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, manœuvres auxquelles ont été conviés le Togo et le Tchad qui ne sont pas membres de l'AES. C'est la preuve quand même qu'il y a cette volonté de construire une réponse commune, transnationale à un défi qui est devenu transnational. Deuxième élément, il y a aujourd'hui des officiers d'état-major nigériens au Mali, comme il y en a des Maliens au Niger, au Burkina. Il y a donc une volonté d'aller ensemble qu'on n'avait pas avant. La troisième chose importante, à mon avis, au crédit de l'AES sur le plan militaire seulement, c'est aussi l'autonomie de décision. Vous savez, par le passé, compte tenu de la présence étrangère, pour même prendre la décision d'attaquer ou de ne pas attaquer de groupes terroristes, il faut en référer au partenaire. Et souvent, le partenaire dit, pour une raison ou pour une autre, qu'il ne faut pas faire cette opération. Et ça aussi, ça a été contre-productif. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma. Par le passé, et Gilles l'a rappelé, on a pu, dire aux Nigériens ne travaillez pas avec les Maliens parce qu'ils sont contre nous, ou aux Burkinabés ne travaillez pas avec les Nigériens. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une souveraineté sur le plan de la décision opérationnelle qui sont des choses, à mon avis, très importantes. Maintenant, il y a aussi les éléments, les progrès que l'AES a permis de faire au plan de la diplomatie commune. Il n'y a pas, j'ai pas encore le souvenir par le passé de positions qui sont communes, concertées, par exemple, la saisine du Conseil de sécurité après les événements de Tinzaouaten. C'est le Niger, le Burkina et le Mali qui ont conjointement signé une lettre de saisine du Conseil de sécurité. Donc, il y a une volonté d'avoir une diplomatie commune, une volonté d'avancer sur le plan, d'avancer ensemble. Maintenant, il est évident, comme tout bilan, celui de l'AES peut présenter de faiblesses, des endroits sur lesquels il faut faire des progrès. Personnellement, je pense que la question du rétrécissement de l'espace civique est une chose importante. Il faut, à mon avis, que les gens puissent s'exprimer, y compris dire des choses critiques. Il faut qu'il y ait une dynamique. Donc, il y a des choses sur lesquelles... Mais moi, fondamentalement, je crois que ce qui est important, c'est un peu la philosophie sur laquelle repose l'AES. Le fait de compter sur soi-même avant de compter sur quelqu'un d'autre, y compris dans tous les domaines. Vous savez, quand aujourd'hui on regarde la générosité de l'Occident envers l'Ukraine et qu'on regarde la pingrerie, si l'expression existe, de l'Occident envers le Sahel, ça doit nous convaincre. Pourquoi on donne autant à l'Ukraine, des milliards et des milliards se versent, alors que pour faire la force du G5 Sahel, c'était 400 millions de $, les pays n'ont pas été capables de recruter. Et le fait que l'AES dise que nous, notre paradigme, c'est de compter d'abord sur nous-mêmes. On n'a pas beaucoup de ressources, on a peu de ressources, mais on va compter sur le peu qu'on a. Si quelqu'un veut, il vient nous aider, s'il ne veut pas. Et je note avec beaucoup d'intérêt qu'il y a quand même du potentiel dans ces pays. Le Mali et le Burkina sont des producteurs d'or et de coton. Le Niger est producteur d'uranium et du pétrole. Donc, en se mettant ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et en comptant sur eux-mêmes, ces pays-là, à mon avis, peuvent avancer. Compter sur soi-même, c'est justement ce qui a changé la donne. Oui, c'est la philosophie, en fait, qui règne aujourd'hui au sein de l'AES. Et nous qui avons longuement suivi cette transformation dans l'AES, on peut en parler avec d'autant plus d'aisance qu'on a vécu un peu les deux situations. Si on reste ne serait-ce que sur le domaine sécuritaire et militaire, pourquoi est-ce qu'on avait l'impression que rien ne bougeait? Parce que n'oublions pas, j'aime aussi souvent faire un recours à l'histoire. Quand la crise déclenche au Mali, elle est localisée dans le nord du Mali, dans une toute petite zone dans le nord du Mali. Donc, à cette époque-là, c'est, je crois, François Hollande qui dirige la France, et on lance la première opération, Serval, et il dit très bien qu'ils viennent détruire le terrorisme. Ça, c'est ce qui est annoncé. Sauf que vous vous rendez compte, au bout de 10 ans, après tous les moyens qui ont été débloqués, avec naturellement la présence même des Nations Unies à travers la MINUSMA, avec tous les moyens sophistiqués que peuvent avoir ces armées occidentales, le terrorisme, au lieu d'être détruit, comme il avait été annoncé, c'est plutôt propagé. On était pratiquement dans une situation où 80% du territoire malien... Ça fait effet tache d'huile, quoi. Oui, bien entendu, et ça ne s'arrêtait pas là. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui,
le fait que le Mali n'attende pas une instruction de Barkhane, qu'on n'attende pas que la France nous dise quel sens prendre, ou que ce soit des soldats allemands qui nous disent que non, demain ce n'est pas le bon jour. Ça a changé la donne. Et je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait une chronique quand Macron avait convoqué les chefs d'État du G5 Sahel ici à Paris pour leur dire comment lutter contre le terrorisme. J'avais dit, c'est ahurissant que ce soit en France qu'on soit en train de chercher la solution pour régler les problèmes au Sahel. Parce que si vous prenez les choses de manière pragmatique, qui mieux qu'un soldat malien peut protéger le territoire malien? Qui mieux qu'un soldat de l'AES aujourd'hui peut protéger le territoire de l'AES? Les soldats français, allemands, ils ont beau être courageux et tout, mais ils sont là, généralement, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Parce que le discours qu'on leur tient n'est pas la réalité. Ils pensent pour certains naïvement qu'ils viennent lutter pour instaurer la démocratie ou bien qu'ils viennent lutter contre les groupes terroristes, alors que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des obstacles réels sur le terrain. Le climat n'est pas un climat auquel ils sont habitués. La langue, parce que c'est une guerre où la clé, c'est le renseignement. Donc, si vous avez ce type d'obstacle, comment vous faites pour être efficace pour mener ce type de guerre? Alors que si les armées de nos pays ont les moyens, comme cela semble être de plus en plus le cas aujourd'hui, on voit les résultats. Et c'est pour ça que je dis... Qu'est-ce qu'il en est de la réussite opérationnelle, justement? Mais on le voit aujourd'hui de manière concrète. Je vous ai parlé tout à l'heure de la reprise des Kidal. C'est un symbole fort, parce que on avait expliqué, tous les experts nous avaient dit que Kidal, c'est impossible. C'est le sanctuaire des groupes terroristes. Il faut oublier. Ce qu'on peut faire, c'est négocier avec les groupes terroristes. Vous avez vu que l'armée malienne a repris Kidal. Vous avez aujourd'hui sur le territoire une véritable offensive des différentes armées. Et les opérations communes qui sont régulièrement menées entre les différentes armées de l'AES, il y a une vraie collaboration et les résultats se ressentent sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, comment on luttait contre le terrorisme? On attendait une attaque terroriste et on disait il faut réagir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On essaye d'anéantir le terrorisme militairement, mais comme j'aime souvent le dire, ça ne va pas suffire parce qu'il faudrait qu'il y ait une combinaison de cette action militaire et des actions de création de richesse. Parce qu'en fin de compte, il faut les deux à la fois. Il faudrait poser des actes, il faut des résultats sur le plan économique, sur le plan social, pour que les résultats militaires aient un sens. Sinon, ces jeunes désœuvrés qui parfois se retrouvent endoctrinés par ces mouvements terroristes, vont une fois de plus repartir vers cela s'il n'y a pas un chemin d'espoir qui est tracé. Je crois que c'est important la question sur le plan opérationnel, les résultats. Vous savez, par le passé, les populations étaient tellement découragées qu'elles ont commencé à avoir des accords locaux avec les groupes djihadistes, parce que les villages étaient presque occupés par les groupes djihadistes. Nous n'avons plus aujourd'hui cette situation où il y a des blocus. Souvent, les groupes djihadistes eux-mêmes disent on bloque tel village, on bloque Bounti, on bloque, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type de blocage parce que... Mais il y a quand même des zones affectées. Il y a Gao, il y a Tillabéri, oui, il y a l'Est du Burkina. Mais il n'y a pas, bien sûr, il y a absolument des attaques parce que nous sommes dans une guerre asymétrique. Vous savez, la guerre asymétrique, c'est ce qu'on vient de vivre à Bamako. Donc, les groupes djihadistes ont toujours la capacité de venir frapper et courir. Mais avant, ils restaient. Ils frappaient et ils restaient. Ils contrôlaient. Il y a des villages qui ont été bloqués pendant 4 mois. Et il n'y avait pas eu la possibilité d'aller le bloquer. Aujourd'hui, ce type de situation n'arrive presque jamais. Parce que les armées ont acquis une capacité opérationnelle, mais pour gagner la guerre, pour qu'il y ait zéro attaque, zéro djihadiste, il n'y a pas que la dimension militaire et sécuritaire. Il y a aussi tout ce qui est conflits locaux sur la terre entre agriculteurs et éleveurs. Maintenant, du fait du changement climatique, on a même un nouveau type de conflit entre éleveurs et pêcheurs, entre éleveurs et agriculteurs, parce que les eaux se sont rétrécies, les pêcheurs veulent pêcher, les agriculteurs veulent exploiter. Donc, il y a ce type de conflit, toutes ces dimensions qui sont périphériques au conflit lui-même. Parce que la guerre, la crise au Sahel, elle est multidimensionnelle. Et elle s'enchevêtre. C'est la crise sécuritaire qui crée la crise alimentaire, qui crée la crise économique, etc. Donc, il faut trouver une réponse holistique. Je pense avec déjà la possibilité de la construction d'une réponse transnationale à laquelle travaille l'AES. Maintenant, il faut accompagner aussi pour que les jeunes ne soient plus recrutables
les jeunes qui ne peuvent plus faire l'agriculture, qui ne peuvent plus faire l'élevage, si pour 50 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 80 €, ils peuvent être embrigadés, tout ça, il faut trouver des solutions à ce type de conflit, construire une réponse globale, et à mon avis, c'est en ce moment-là qu'on prendra le chemin de la fin de cette guerre, qui est une guerre asymétrique, qui est difficile à gagner. Je pense que souvent, ce qui nous manque, c'est des comparaisons. Vous savez, en Afghanistan, la force internationale en Afghanistan avait aligné 140 000 soldats sous commandement américain, qui est la première puissance, la première armée du monde. Mais ça n'a pas suffi à prendre le dessus. Donc, il ne faut pas qu'on exige souvent de nos États, qui sont des États qui vont jusqu'à consacrer 25% de leurs recettes fiscales, de leur budget aux dépenses de sécurité. On devrait les soutenir, les accompagner pour trouver des solutions globales, plutôt que de faire leur procès, leur dire que non, en un an, vous n'avez pas gagné la guerre, c'est que les autres n'ont pas été capables de gagner en 20 ans, en 100 ans. Voilà, après, je veux dire, ce que Sédik Abadi est tellement pertinent, parce qu'il faut qu'on comprenne que cette guerre ne va se gagner qu'aussi avec un peu de patience. Il faut qu'on soit lucide. Je peux comprendre l'impatience des populations. Pas être trop gourmand, voilà, pas être trop impatient. Je peux comprendre l'impatience des populations qui souffrent et qui, depuis des années, souffrent. Mais depuis le changement de cap, ça ne fait pas si longtemps que ça, et il y a eu des avancées, notamment sur le plan sécuritaire. On l'a déjà relevé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il me semble important de rappeler à ceux qui nous regardent qu'il y a encore cela 2 ou 3 ans de cela, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée du Niger ne pouvaient même pas, s'ils le voulaient, acquérir un certain type d'armes. Parce qu'il y a certains États qui avaient décidé de ne pas leur vendre des armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'à la limite, vous êtes en pleine guerre, vous êtes en conflit avec un ennemi que tout le monde prétend vouloir combattre, mais on vous empêche d'avoir les moyens pour les combattre. Ce qui a changé aussi aujourd'hui dans la donne, c'est que cette diversification de leurs partenaires sécuritaires, avec l'entrée en puissance de la Russie dans le jeu, où j'ai envie de dire le retour, parce que la Russie a toujours été là. On se fait semblant de ne pas le savoir, mais la Russie a toujours été là. Et quand vous prenez l'essentiel de l'armement malien aujourd'hui, l'information, je la tiens du chef d'état-major de l'armée malienne, plus de 80% des armements maliens sont d'origine russe. Donc, vous comprenez que ce n'est pas en 2 ans que cela a pu se faire ainsi. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a d'autres acteurs, notamment la Chine, qui est en train de faire son entrée sur le plan militaire et sécuritaire. Ça fait qu'aujourd'hui, les armées sont mieux équipées pour pouvoir répondre au type de menaces auxquelles elles font face sur le terrain, ce qui n'était pas toujours le cas. La question centrale du renseignement, rendez-vous seulement compte qu'il y a encore quelque temps, l'armée malienne, pour avoir le renseignement, était obligée de se retourner vers la France. Et c'est quelque chose totalement de gravissime. Et on a pu parfois se rendre compte comment est-ce que les soldats se retrouvaient comme des chairs à canon, parce que le renseignement n'était pas toujours le bon ou il n'était pas efficace. Aujourd'hui, tout cela a changé et je pense qu'il faut, tout en mettant la pression à ceux qui ont pris le pouvoir pour que les résultats arrivent vite, se montrer également patient et avoir la lucidité de se rendre compte que c'est une guerre qui a pris du temps pour s'implanter et elle ne va pas être déracinée par un simple tâtement de doigts. Voilà. Je voudrais qu'on évoque un autre aspect, celui de la coopération régionale et diplomatique. Vous en avez parlé tout à l'heure, Sédik. Donc, on le rappelle, le 5 juillet, les États de l'AES ont lancé leur propre sommet à Niamey. Je voudrais savoir, on peut parler aussi de la présence de ces 3 États lors du 9e sommet sino-africain. Comment est-ce que cette alliance elle a contribué à une meilleure représentation de ces États-là sur la scène internationale ? Non, moi, je crois que c'est important et c'était totalement inédit que les pays s'expriment d'une même voix sur cette question. D'abord, il y a eu le précédent du retrait de la CEDEAO qui a été annoncé en même temps à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Et cette prise de position commune leur donne plus de voix. Le Mali, isolement, le Niger, isolement, le Burkina, isolement, ça n'a pas la même résonance qu'une déclaration de l'AES. Aujourd'hui, certains parlent de l'AES pour la critiquer, certains parlent de l'AES pour se réjouir, mais on sent qu'il y a une présence diplomatique de l'AES. On s'en réfère Jules a parlé de cet anniversaire qui est passé inaperçu dans certains médias, mais dans d'autres, sur la scène internationale. Moi, je suis surpris que des médias que je ne soupçonne pas l'intérêt me solliciter pour dire en Chine, en Inde,
partout dans le monde, en Russie exactement, pour dire qu'est-ce que l'AES, qu'est-ce que ça va devenir. Donc, il y a sur le plan diplomatique, je pense, cette volonté de s'unir pour mieux peser sur les choses. Et à mon avis, c'est un chemin, c'est quelque chose qu'il faut saluer, il faut aller de l'avant pour que les pays unis peuvent avoir plus de voix, peuvent avoir plus de résonance que s'ils déclaraient les choses individuellement et séparément. Juste qu'est-ce qu'elle traduit justement Oui, non, cette c'est la présence question centrale de l'intégration. On l'a dit plusieurs fois, nos micro-États pris individuellement ne valent rien. Il faut qu'on soit lucide. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans une posture qui est la nôtre, où il y a effectivement une tendance à des grands regroupements pour être des vraies puissances, penser que vous allez avec un territoire de 100 000 km² avec une population de 2 millions d'habitants peser comme il se doit sur la scène internationale. Le retrait de la CEDEAO, c'est justement parce que la CEDEAO a échoué à être une entité représentative des intérêts de ces populations. Donc, ce que l'AES vient traduire aujourd'hui, c'est une chose qu'on sait trop. On ne peut réussir que si on se met ensemble. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont des intérêts et des difficultés qui sont enchevêtrés. C'est-à-dire que la question de la sécurité au Mali ne peut pas se traiter sans le Burkina Faso, sans le Niger et même sans d'autres pays qu'on ne va pas citer aujourd'hui. La question effectivement du climat même, ça veut dire qu'aujourd'hui tous ces pays font face à des inondations terribles. Vous voyez très bien qu'il y a là un défi commun. Comment vous voulez régler un défi commun sans vous mettre ensemble? Donc, l'AES montre aujourd'hui que c'est la solution. Et quand on parle de se mettre ensemble, ce n'est pas des regroupements factices comme ce que la CEDEAO a pu offrir jusqu'à présent. C'est des vrais regroupements où vous vous mettez ensemble, où vous travaillez ensemble. Moi, je suis frappé par cette dynamique de l'AES, parce que lors de mon récent séjour à Bamako, tous les ministres des Affaires étrangères de l'AES, ceux de la réconciliation étaient là, et c'est comme ça presque tous les jours. Donc, ils sont vraiment sur le chemin de travailler ensemble, et ça change la donne, parce que, comme l'a très bien dit Sédé Kaba aujourd'hui, ce que le Mali pouvait faire seul, l'AES va le faire avec 3 ou 4 fois plus d'impact et plus de puissance. Parce que vous ne parlez pas à 10 millions ou à 20 millions d'habitants comme vous parlez à 50. Donc je pense que sur le plan diplomatique, c'était une réponse fondamentale. Et ce qui me frappe aussi, c'est le fait d'intégrer le chemin qui est tracé. Pour moi, la Confédération, c'est juste une étape. Je pense qu'ils ont... Il n'y a plus de retour en arrière vers la CEDEAO? Le divorce, il est totalement consommé entre Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a même pas... C'est pour ça que je ris quand j'entends encore les gens. Vous avez traité ce sujet sur le plateau. Je me tordais sur mon canapé. J'ai dit, c'est une question qui ne se pose plus. Il n'y aura pas de retour à la CEDEAO. Ce n'est pas possible. Ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est qu'il y ait un certain nombre de regroupements qui commencent à se faire par des intérêts. Ça veut dire que vous avez vu qu'il y a eu des opérations qui se mènent entre l'AES, le Togo et le Tchad, alors qu'ils ne sont pas de l'AES. Au fur et à mesure, les choses vont avancer et on pourra voir. Pourquoi pas? Ça va dépendre aussi des changements des dynamiques dans les autres pays. On avait beaucoup misé sur le Sénégal, mais on se rend compte que c'est peut-être pas ce qu'on attendait. Mais vous pouvez vous rendre compte que d'autres pays vont rejoindre l'AES ou bien avec l'AES vont créer encore un espace beaucoup plus grand. Ne vous méprenez pas, mais je vous dis, la CEDEAO, il faut oublier pour ce qui concerne ces pays de l'AES. Quand vous voyez leur dynamique, quand vous voyez les actes qu'ils sont en train de poser, ce n'est pas des gens qui sont dans une sorte d'hésitation. Ils ont pris une décision et ils vont avancer. Ils sont en train de le faire. De leur côté. Dans l'autre sens, la CEDEAO, on sent qu'elle est toujours dans une démarche... Ce sont des jérémiades qu'on peut comprendre. C'est un peu comme quand une femme ou un homme décide de vous quitter, son cœur est parti. Vous avez naturellement la volonté de le ou la reconquérir, vous multipliez les déclarations, vous pleurez, vous faites ce que vous voulez, mais ça ne va pas changer la donne. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que au-delà d'être des simples jérémiades, il y a un réel problème. On a souvent voulu masquer le poids de ces pays de l'AES au sein de l'UEMOA et au sein de la CEDEAO. Mais ceux qui connaissent la réalité, ceux qui connaissent les données, savent quelle est l'importance de ces pays pour cette zone. Donc, ceux qui disent qu'ils doivent revenir ne le disent pas forcément pour rien. Ils savent très bien combien ça fait mal de ne pas les avoir. Mais je tiens à vous dire qu'ils ne reviendront pas si vous voulez avoir une réponse péremptoire. Non, je voulais souligner quand même que l'AES a réussi, et ce n'est pas pour lui jeter de fleurs, quelque chose que la CEDEAO n'a pas réussi. Vous savez, récemment,
le Burkina Faso et le Mali se sont mis à acheter du pétrole auprès du Niger. Ce qui n'était pas le cas. La CEDEAO, le Nigeria est le premier producteur du pétrole africain. Il aurait pu vendre son pétrole à tous les pays de la CEDEAO, mais les pays de la CEDEAO importaient du pétrole pour certains du Venezuela. D'autres importaient, je ne sais pas, d'autres pays producteurs du pétrole. Alors qu'il y avait quand même le Nigeria à côté qui produisait du pétrole. Là, les pays de l'AES ont dit, bon, puisque le Niger est producteur du pétrole et que maintenant sa capacité de production du pétrole est d'environ 120 000 barils par jour, on va acheter le pétrole au Niger au lieu d'aller l'acheter ailleurs. Et cette dynamique, elle s'est mise en place. Le pétrole est acheté au Niger, les citernes sont convoyées au Mali ou au Burkina, et c'est plus de traverser la frontière. Donc il y a cette forme de dynamique qui se crée. Et à mon avis, l'avenir des relations avec la CEDEAO, on va le regarder avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est que la CEDEAO aussi a compris qu'elle a intérêt à avoir les pays de l'AES, à avoir une sorte de relation. Puisque vous avez vu que le Nigeria, finalement, le chef d'état-major du Nigeria était à Niamey il y a 15 jours et a dit qu'il faut qu'on travaille avec le Niger pour pouvoir lutter contre l'insécurité, pour pouvoir lutter contre Boko Haram qui est un ennemi commun. Donc, quel que soit le scénario vers lequel on va aller, il y aura toujours une possibilité d'échanger puisque chacun a intérêt. Quand la CEDEAO dit, presque un peu tardivement d'ailleurs, qu'elle va lutter contre le terrorisme, puisque pendant longtemps, et c'est ce qui a fâché les opinions publiques du Sahel, elle n'a pas été, quand il y a eu l'attaque de Chinagoder au Niger, quand il y a eu l'attaque d'Inates en fin 2019, début 2020, qui ont fait des dizaines de milliers de soldats nigériens tués, et la CEDEAO n'avait pas dit, bon, on va voler au secours du Niger, mais c'est quand il y a eu le coup d'État que la CEDEAO a dit qu'elle va intervenir au Niger. Donc ça a révolté. Aujourd'hui que la CEDEAO dise, même si c'est un peu sur le tard, qu'elle va lutter contre le terrorisme, pour le faire, elle aura forcément besoin des pays du Sahel, parce que l'épicentre de la crise sécuritaire, ce sont les pays du Sahel. Elle va devoir leur parler. Si le Bénin peut lutter contre le terrorisme, il va devoir parler au Burkina, il doit devoir parler au Niger. Donc, en tout état de cause, moi, je considère qu'il y aura toujours des passerelles qui vont se poser. Et maintenant, ce que les pays de l'AES ont décidé, c'est que puisque ce train CEDEAO est un train qui est toujours en retard et qui ne veut pas avancer, nous, on va créer une dynamique. Si les autres voient, le partenariat a été fait avec le Togo, avec le Tchad, avec le Nigeria, peut-être avec demain, mais il n'y a pas, je ne suis pas sûr que l'AES soit dans une démarche d'exclusion en disant nous, on ne veut personne. D'ailleurs, la charte dit que celui qui adhère à nos principes, celui de la souveraineté, celui de construire un nouveau type de relation avec les partenaires, pas de relation verticale. Si quelqu'un adhère à ça, on peut travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Je vous propose de poursuivre le débat. On a encore d'autres axes à aborder. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Et on poursuit le débat avec vous, Jules Domché et Sédic Abba, excusez-moi. On poursuit cette fois, on va parler d'impact économique de l'AES. On rappelle que ces 3 pays, ça reste des pays qui dépendent, quoi qu'on dise, de l'aide au développement, de l'assistance internationale. Ils peuvent compter, vous l'évoquiez, sur des domaines comme l'agriculture, le domaine minier. Moi, je voulais savoir, selon vous, si l'Alliance elle a permis de créer des opportunités économiques et de favoriser l'investissement dans la région, justement. Oui, j'ai dit tout à l'heure, sans savoir que vous viendrez à poser la question, qu'il y a aujourd'hui une démarche économique qui me paraît porteuse. Celle d'utiliser l'avantage comparatif des uns et des autres. Le Burkina et le Mali ont compris que leur intérêt, c'est d'acheter du pétrole au Niger. Et déjà, il y a des échanges économiques entre ces pays, puisque les populations vont et viennent, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Et le président Goïta a dit d'ailleurs qu'ils vont renforcer la libre circulation des personnes et des biens en créant des infrastructures communes, sans doute transfrontalières, qui vont permettre... Donc, il y a déjà sur ce plan-là, une coopération qui s'est amorcée et qui va monter en puissance. À mon avis, demain, si le Niger a besoin d'acheter des produits qui sont disponibles au Burkina Faso, il le fera, au lieu d'aller acheter dans d'autres régions du monde. Vous savez, le Niger, par exemple, est un pays d'élevage qui produit de la viande. Si le Mali veut acheter de la viande, il n'aura pas besoin d'aller l'importer d'Afrique du Sud, d'Argentine ou d'Europe
il va l'acheter au Niger. Si le Niger voudrait acheter des produits alimentaires, il va acheter au Burkina Faso ou au Mali. Donc il y a une sorte de marché commun de l'AES qui est en train de se mettre en place. Et à mon avis, ça va avoir beaucoup plus d'impact que l'aide publique au développement. Vous savez, l'aide publique au développement, c'est une sorte d'arnaque. J'espère qu'un jour, vous allez faire une émission qui va nous amener à décortiquer l'aide publique au développement, qui est une arnaque à plusieurs niveaux. Quand on vous donne une bourse pour les étudiants, on comptabilise dans l'aide publique au développement. Quand on donne, je ne sais pas, quelque chose... Il y a une opacité sur... L'opacité et l'inefficacité. L'inefficacité parce que l'aide publique au développement, souvent, les projets sont définis. On définit les projets à l'avance sans tenir compte des réalités du terrain. Et un ouvrage intéressant qui a été écrit par Jean-Pierre Olivier de Sarlan sur la revanche des contextes. Parce que les contextes ne sont pas adaptés. On vous dit, voilà, un projet a coûté 12 milliards à Gao. Et si vous allez à Gao, vous allez chercher les traces du projet pour voir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le projet a loué un immeuble à Bamako. On a donné des milliers de salaires. On a loué des 4x4 qui sont déjà souvent achetés dans les pays donateurs. On a fait des frais de fonctionnement. Et finalement, le paysan ou la paysanne, elle ne reçoit absolument pas grand-chose. Donc, l'aide publique au développement, qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas. D'ailleurs, si vous remarquez, et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans le cas de ce qu'on a vécu après le coup d'État, la plupart des pays ont suspendu leur aide publique au développement. Voilà. Mais les pays ne se sont pas effondrés. Pour autant, pays comme le Mali a été capable, en plus de la suspension de l'aide publique au développement, de l'embargo de la CEDEAO, de la suspension de l'accès au crédit de la BCEAO, a été capable d'afficher une certaine résilience qui lui a permis, de la fin de l'embargo, de revenir sur le marché obligataire, de lever des fonds. C'était pour enchérir. Qui est en train de se créer. Pour enchérir ce que Sédic Abba disait, parce que moi je voulais, si j'avais pris la parole en premier, vous corriger. Ces pays, à la limite, étaient dépendants. On a voulu faire croire qu'ils étaient dépendants d'une pseudo-aide internationale. Et je veux rassurer Sédic qu'il y a une émission qui est prévue sur la notion de l'aide publique au développement, parce que c'est une question qu'on est obligé d'adresser sur Vox Africa. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on nous a longtemps menti. Parce qu'on nous faisait croire en réalité qu'on était dépendant. Il y a le docteur Kamini Fokam que vous connaissez qui a une expression que j'adore, c'est qu'il dit l'Africain aujourd'hui est comme un mendiant assis sur une mine d'or. Vous ne pouvez pas avoir toutes les ressources que nous avons et aller mendier sur la scène internationale ce dont vous n'avez pas besoin. Sédic Abba l'a bien relevé. On a vu le Mali. Dès qu'il y a eu coup d'État, notamment le deuxième coup d'État, qui a été considéré par les militaires comme la rectification du premier, des sanctions sont tombées de toutes parts, parmi lesquelles l'arrêt de ceux qui apportaient de l'aide. Mais le Mali, en plus de ne pas recevoir de l'aide, était sous embargo et a tenu. Le Niger encore. Moi, j'ai suivi l'ancien premier ministre du Niger sur un plateau occidental dire que les militaires ne vont pas tenir parce que le Niger dépend énormément de l'aide internationale. Comme c'est coupé, ils ne vont pas tenir. Mais ça fait plus d'1 an. Aujourd'hui, le Niger a tenu. Ça veut tout simplement dire quoi? S'il en était encore besoin, on a là la preuve qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et que si pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on était dépendant de l'aide, c'est justement parce que ceux qu'on avait mis à la tête de nos États travaillaient davantage pour les autres et non pas pour leur population. C'est toute la différence aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un pays comme le Niger a pu tenir plus d'1 an sans aide, alors qu'on nous a dit que pratiquement 50% de son budget, à l'époque, dépendait de l'aide internationale. Ça veut tout simplement relever le fait que s'il y a une meilleure gouvernance, s'il y a des dirigeants patriotes et visionnaires, on n'a pas du tout besoin d'une quelconque aide. Surtout que dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'aide. Il faut bien qu'on le dise. J'ai vraiment hâte qu'on ait cette émission sur l'aide publique au développement parce qu'il faut démystifier et déconstruire cette vaste escroquerie qui a été organisée. Je veux juste vous donner un chiffre. En 1970, quand on déclenche le processus de cette aide publique au développement, d'après les propres chiffres de ces institutions, il n'y avait que 10% des populations africaines qui vivaient en deçà d'$1 par jour. Aujourd'hui, plus de 60 ans. Avec l'aide, c'est pratiquement 70% de la population qui se retrouve. Donc, vous voyez que plus on vous aide, plus vous vous appauvrissez.
À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est ça l'aide? Non. Donc on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Mais je voulais, pour revenir sur le potentiel économique de l'AES, dire qu'ils ont une chance extraordinaire parce qu'ils ont des économies totalement complémentaires. Le hasard fait bien des choses. Ce que le Mali a en peu de quantité, le Niger en a en abondance et vice-versa. Le Mali aujourd'hui est tantôt soit le premier, soit le deuxième producteur de coton en Afrique. Vous avez effectivement au Mali des minéraux énormes, l'or, le lithium et tout. Au Niger, vous avez le pétrole, vous avez l'uranium, vous avez d'autres ressources. Pareil pour le Burkina Faso. Donc, il y a une sorte de complémentarité. Et vous l'avez suivi, ils sont dans une réflexion vraiment commune. Dans les annonces qui ont été faites par le président Assimi Goïta lors de sa sortie pour l'anniversaire, il parle d'une banque d'investissement de l'AES, ce qui me semble être un instrument qui va être indispensable pour la transformation de ces États. Parce qu'il faut bien expliquer aux populations qui nous écoutent pourquoi c'est important d'avoir ce type d'instrument. Le développement ne se fait pas en un jour. La plupart de nos États, on nous avait habitués à vivre dans l'urgence. Le budget, c'était pour régler les problèmes d'urgence, pour lutter contre le terrorisme, pour construire des écoles et construire des hôpitaux. Mais les écoles et les hôpitaux, vous avez beau les construire, ça ne transformera pas votre pays et ça ne permettra pas que vous puissiez élever vos standards de vie. Donc, pour transformer un pays, il faut investir. Et pour investir, il faut des instruments d'investissement parce qu'on n'investit pas pour transformer un champ de manioc comme on investit pour une usine d'automobile. Donc, si pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à tous nos pays, vous n'avez pas besoin de banque de développement, vous n'en avez pas besoin. Et on a détruit toutes celles qui existaient, y compris naturellement avec nos complicités, puisque malheureusement, il y avait énormément de problèmes de gestion. Mais si vous regardez tous ceux qu'on admire aujourd'hui, les dragons d'Asie, qu'est-ce qui a fait leur force? C'est justement ce type d'instrument de développement qui permet d'avoir des financements longs. Parce que l'investissement, ça se fait dans la durée. Donc, je pense qu'il y a... Et puis la mutualisation des efforts, bien entendu, mutualisation parce que régionale. Entre acheter le pétrole au Niger et aller l'acheter au Venezuela, le choix est tout juste fait. Mais c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant parce qu'on n'avait pas, à mon sens, la souveraineté. C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut bien expliquer à ceux qui nous regardent que le problème aujourd'hui de l'Afrique n'est pas seulement le développement ou n'est pas d'abord le développement. S'il fallait faire des priorités, je dirais, notre combat aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes des prisonniers. Un esclave ne se développe pas. Le premier objectif, c'est de briser les chaînes de l'esclavage. Une fois qu'on aura la liberté, on pourra décider de la politique économique qu'on veut mener. Mais tant que vous êtes en captivité, c'est le maître qui vous dit ce qui est bon pour vous, qui vous impose une monnaie qui ne peut pas vous permettre de vous libérer, qui vous impose des institutions au sein desquelles vous ne pouvez pas vous développer. Donc, si vous arrachez votre liberté, vous pouvez décider de vous développer. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. Parce que si ce sont les autres qui tiennent votre porte-monnaie, vous êtes dépendant. On est d'accord. Cédric? Non, je suis absolument d'accord. La souveraineté est une question importante pour le choix du projet de société. Vous savez, je ne sais pas si ça a repris, mais c'était avant le Covid, c'était comme ça. Chaque 6 mois, il y avait une réunion de la zone CEDEAO, une à Paris, une autre sur le continent africain, chaque 6 mois, pour faire le point de la politique monétaire et de la politique économique. À partir du moment où vous vous inscrivez dans un schéma comme ça veut dire que votre politique économique vous échappe. En plus de ça, il y a la communauté financière internationale qui vous dit non, il faut réduire le salaire. Non, alors que le salaire, vous savez, en Afrique, le salaire, ce n'est pas simplement une variable économique. C'est une variable sociale qui fait vivre des dizaines de personnes. Mais on vient vous dicter un schéma comme ça en disant qu'il faut réduire le salaire. Donc, si on ne sort pas de la dépendance et de l'imposition, je pense que c'est ça qui nous a en partie coûté la crise sécuritaire au Sahel, parce que le modèle, les décisions opérationnelles ne dépendaient pas de nous. On dit non, vous n'allez pas là-bas, non, vous n'allez pas ici. Et sur le plan économique, c'est la même réalité. Si on ne réussit pas à briser, si on ne devient pas indépendant, en disant non, moi c'est ça que je veux. Vous savez, c'est une anecdote, mais pour moi, quand elle m'a été racontée, elle m'a marqué. Un maire d'un pays du Burkina avait dit un jour à une rencontre à Nouakchott à laquelle je participais qu'une ONG est venue dans ma commune pour faire un projet. Je leur dis voilà là où il faut implanter le projet. Ils disent non, c'est pas là, c'est là qu'on va implanter le projet.
Si monsieur le maire, vous ne voulez pas, nous on part avec notre financement. Il leur a dit, lui il a été courageux, il leur a dit allez-y avec votre financement. Donc c'est ça. Si on ne choisit pas, et je suis sûr que le maire connaît mieux que l'ONG, là où il faut implanter le projet. Mais ils lui ont fait ce chantage. Donc la relation qu'on a avec les partenaires, si elle ne devient pas une relation souveraine, où on dit nous on veut construire une classe et non un aéroport, hein, nous on veut construire une maternité et non un dispensaire. Donc si on ne réussit pas à devenir nous-mêmes souverains dans le choix et à l'imposer, on va avoir des modèles économiques qui ne correspondent pas à nos réalités. Moi, je suis un frontalier. Je viens du sud-est du Niger qui est frontalier avec le Nigeria. Quand je raconte ça aux gens, ils sont surpris. Vous savez, ce qui marche chez moi, quand je dois aller dans mon village, c'est rare que je parle de considération personnelle, il faut que je fasse la monnaie en naira pour aller chez moi. Ce n'est pas le CFA, la monnaie qui marche là-bas. Donc, maintenant, pour les gens de la région d'où je viens, le franc CFA, c'est quelque chose qui est totalement étranger. Ils préfèrent que vous leur donnez, parce que la réalité économique, c'est dans la relation avec les autres. Et il n'y a pas que ce modèle. Vous savez, par exemple, une des aberrations pour les frontaliers. Le Niger est frontalier du Tchad. Le Tchad appartient au franc CFA d'Afrique centrale et le Niger appartient au franc CFA d'Afrique de l'Ouest. La frontière est là. Si vous traversez avec votre franc CFA d'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas le dépenser au Tchad. Si vous traversez, il faut une décote. Vous donnez 1000 francs, on vous donne 900. C'est considéré comme des devises. C'est le même. On dit franc CFA d'Afrique de l'Ouest, franc CFA d'Afrique centrale. Donc, vous voyez ce type d'aberration économique dans laquelle, à mon avis, si on n'en sort pas, si on n'engage pas la réflexion, ce n'est pas une hostilité envers la France que de poser des vraies questions comme ça. Mais il faut que le modèle économique, que nous soyons souverains et que nous sachions. Mais si le Niger doit acheter quelque chose et que c'est plus rentable pour lui d'acheter au Burkina, pourquoi il irait acheter à Washington, en France, au Canada ou ailleurs? Donc il faut que nous puissions travailler sur ces questions-là, sur l'indépendance et la souveraineté économique, pour que nous fassions les choix qui sont adaptés. Pour moi, les vrais enjeux, c'est ça, c'est pas l'augmentation de l'aide publique au développement qui est promise et qui ne vient jamais. Regardez ce qui s'est passé avec la COP21, puisque l'actualité des changements climatiques nous rattrape aujourd'hui avec les inondations. En 2016, ici, les pays se sont engagés à la COP21 à Paris à verser de l'argent aux pays africains en compensation de ce que leur demande de faire. On demande aux gens de préserver la forêt d'Afrique centrale parce qu'elle est utile pour l'équilibre climatique mondial. En échange, on ne donne rien aux gens. Donc, il y a justement, au lieu de compter sur une aide qui est promise et qui ne vient pas, ce sont les choix des modèles qui correspondent à nos réalités, à notre souveraineté, à nos intérêts. Si on le fait, je pense qu'on pourra avancer et non en comptant sur une aide au public au développement qui ne vient pas. D'ailleurs, vous voyez l'actualité, quand on regarde d'abord combien de pays ont atteint les 0,7% du PIB qui était pour nous, à part les pays nordiques. Aujourd'hui, on se retrouve dans des pays, dans des situations où des pays comme la France, l'aide publique au développement a diminué considérablement. Les gens se disent, puisque nous avons une crise budgétaire, où est-ce qu'il faut couper? On coupe l'aide publique au développement. Donc c'est cette dépendance qu'il faut rompre et puis faire des choix qui correspondent à nos réalités, à nos intérêts. Et comme a dit Gilles, je pense que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de leadership. Nous devons avoir des leaders qui travaillent dans l'intérêt de leur population, qui travaillent, qui font vraiment des choses. Sinon, on a tout ce qu'il faut comme richesse naturelle, comme richesse d'exportation. Il faut qu'on pense aux intérêts de nos populations et qu'on puisse faire ce travail. On arrive au terme de l'émission, il nous reste très peu de temps. Si Jules Domché, vous voulez conclure cette émission, on a évoqué les aspects économiques, sécuritaires, humanitaires. Malheureusement, on a été pris par le temps. Si vous voulez ajouter une dernière chose avant... Oui, enfin peut-être ce que je pourrais dire au sortir de cette émission, c'est que ce que l'AES a démarré est quelque chose d'important. Et j'ai envie de dire aux Africains, ce qui se passe au Sahel n'est pas qu'un problème du Sahel. Parce que je vois d'autres regarder ça à distance. C'est un nouveau vent. Je pense que nous sommes dans la deuxième phase de notre lutte pour notre véritable indépendance. Les dévanciers ont fait leur part. Les Sankara, les Lumumba, les Umniobé et j'en passe.
Aujourd'hui, ceux qui sont là, ces militaires-là, que ce soit Assimi Goïta ou alors Ibrahim Traoré au Burkina, sont en train de faire leur part, avec naturellement tout ce qu'on ne voit pas toujours, parce que là, je cite les leaders, mais il y a des gens extraordinaires dans l'ombre qui travaillent. C'est le seul moyen pour nous de nous en sortir. Nous devons conquérir notre souveraineté parce que ce n'est que cela qui va nous permettre de restaurer notre dignité en tant qu'être humain. Et je crois que ce qui se passe au Sahel aujourd'hui est un vent qui devrait souffler au-delà du Sahel. Et là, j'interpelle ceux des autres parties de l'Afrique qui regardent ça comme des spectateurs alors que ce qui s'y passe les concerne au premier chef. Merci beaucoup, Jules Domché, pour votre pertinente analyse. Merci, Seydi Kaba, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous dis à très vite sur Vox Live. Après 2 saisons réalisées et produites en Côte d'Ivoire, la production Chacha Talks pose ses valises au Cameroun pour la toute première fois. Ça fait 39 ans que les femmes ont une journée internationale. Qu'est-ce que ça a changé? Nous sommes complémentaires dans la société, l'homme et la femme. Mais je rêve d'une société où la jeune fille peut se lever et dire qu'elle veut devenir pilote de ligne, elle veut devenir journaliste. Quel est votre vœu pour la jeune fille entrepreneur camerounaise et africaine? Mon vœu, ce serait vraiment qu'elle puisse s'exprimer sans contrainte aucune, que ce soit professionnelle, familiale. C'est une saison inédite, consacrée aux femmes qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat au Cameroun. On privilégie surtout les matières qui sont adéquates avec le climat. C'est très très chaud à Douala. Parce que l'art, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui a de l'impact et de l'attrait dans notre manière de voir les choses. Et ici, c'est là où la stratégie et le commercial se mixent. La diversité des secteurs d'activité et le dynamisme de ces femmes sont une des valeurs sûres sur lesquelles est axée cette saison. Retrouvez très bientôt la spéciale saison Chacha Talks Cameroun sur Vox Africa.